Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous choisir tous les matins. Vous avez rendez-vous avec cette équipe, les GG. 4 possibilités pour interagir à nos sujets, à nos débats. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur la toile, www.espacefmguinée.info ou sur Twitter. Hashtag Espace GG et derrière on se fera le plaisir de relayer vos messages, vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Vous êtes à Cancan, vous nous écoutez sur place sur 99, vous êtes en région forestière 99.7, la même fréquence à Labé dans tout le Fouta, également la même fréquence à Bokeh Centre et dans le Kakandé. Merci de nous rejoindre à la une. Les opposants au régime d'Alpha Condé en quête d'un second souffle face à un pouvoir qui semble décider à restreindre un peu plus leur marge de manœuvre. Ils tentent de se réorganiser pour faire face aux grands enjeux électoraux de 2019 et de 2020. Toutefois, ils semblent handicapés par leur division qui n'ont jamais réussi à taire, qui se sont au contraire approfondis ces derniers temps, en plus de voir leur rang s'éclaircir avec le départ vers la mouvance présidentielle de plusieurs leaders. Ils sont désormais éparpillés entre deux blocs, en l'occurrence l'opposition républicaine et la convergence de l'opposition démocratique. L'opposition guinéenne est-elle désemparée? Comment se remobiliser pour affronter les défis de l'heure? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur l'actualité sociopolitique guinéenne? Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, grand oral à suivre donc, il est notre invité exceptionnel en ce jeudi 14 mars. Merci de rejoindre l'équipe. Tamba, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Madame Somoussa Yoruba, bonjour. Bonjour Aboubakar. Robert Sargolemou, bonjour. Bonjour. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar. Moussa Moïse, donc il va nous rejoindre tout à l'heure. Démission de Dr Ali Diaby, l'INIDH, une institution en hibernation, Mohamed Mara. Et on apprend aussi le départ de Madame Anne Djenab Keita, c'est cela, de la PIP. Oui, 2 démissions, mais pour des conséquences un peu différentes, puisque la première porte quand même, est relative à celle du président d'une institution constitutionnelle et qui est d'une importance, je dirais, grave dans la vie de la nation, surtout dans l'ancrage démocratique. Ça n'a pas d'importance hier, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Non, c'est tu une ne m'écoutes pas. Si elle avait fonctionné, on aurait pu me dire que c'est grave ce qui arrive, mais on n'a pas senti sa présence du tout. Moi, le problème est que... En principe, c'est une institution il est dans importante. Les principes. Oui. Il est dans les principes. Tamba. Mais dans les faits, moi, j'ai Tamba, tu ne me l'apprends pas. Ouais. Hein? Tu ne me l'apprends pas. On dit ceci chez les Malinké. Malinka ba fonko, akanta ko maka kuma le mai, ima ko yitolma lo la. Bien, tu comprends bien ce que je viens de dire. J'ai parlé de constitution. Sur le plan constitutionnel, cette institution a une importance capitale. Mais il se trouve, on ne va pas revenir sur, si vous voulez, toute la genèse des problèmes à l'INIDH. Parce que pour moi, s'il y a une institution qui s'est sabordée toute seule, qui s'est fourvoyée dans ce pays, qui a à la limite s'est régnée elle-même, c'est bien cette institution. Vous avez des membres qui continuent de faire copain avec l'exécutif, notamment le chef de l'État, qui, pour rester dans les bonnes grâces du chef de l'État, préfèrent voir cette institution mourir. Alors qu'on a vu, on ne va pas revenir, cette institution ne peut pas prendre son envol, alors même que la subvention d'air qui doit leur être versée ne vient pas régulièrement. Ça, c'est notre débat, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce dont il s'agit aujourd'hui... On regrette Kaba, franchement. Justement, qui sans budget, sans même véhicule de fonction ou quoi que ce soit, tentait quand même de faire exister son institution. Maintenant, celui qui est venu, je ne vais pas rappeler comment il a été parachuté à la tête de cette institution. Après toute la pagaille qu'on a sémée, notamment à la Cour constitutionnelle. Là n'est pas la question. Mais on a appris, de source absolument sûre, qu'il a rendu sa démission. Effectivement. Et ça fait déjà quelques mois.
Il a même quitté le pays à un moment donné, notamment pour le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il semble que ce qui intéresse M. Ali Agabi, n'oubliez pas que c'est un universitaire. Il a une carrière d'universitaire. Ce qui l'intéresse le plus, c'est son agrégation aujourd'hui. Mais on nous apprend également... Sauf qu'il est revenu depuis. Oui, il est revenu. Il est revenu. Mais le problème, c'est quoi? Il n'a jamais... Mais c'est pas lui, c'est le chef de l'État. Il n'a pas remis pied à l'UNIDH. Oui, mais c'est le professeur Alpha Condé. Mais il a démissionné. Non, lui a eu le courage de démissionner. Ouais. Mais c'est le professeur Alpha Condé qui refuse d'enregistrer cette démission et de le faire remplacer, comme la Constitution l'y autorise. C'est ça le problème. C'est là le problème. Même si M. Ali Agabi n'avait pas démissionné. Admettons par exemple qu'il s'agisse là d'un abandon de poste. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les institutions de ce pays de se mettre en branle, notamment la Cour constitutionnelle? Et le chef de l'État lui-même, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de saisir la Cour constitutionnelle et de faire constater cela et de le faire remplacer? Mais vous savez, le problème c'est qu'en Guinée, on met souvent tout sur la tête de M. Alpha Condé, mais il faut reconnaître que l'élite de ce pays est souvent pourrie. C'est ça le problème. Ce qui est en train de se passer à l'INIDH, le chef de l'État a une part de responsabilité, mais les personnes qui composent l'INIDH elles-mêmes ne sont pas en train de jouer leur rôle. L'INIDH en réalité est en train de devenir simplement un tremplin pour d'autres institutions. On quitte l'INIDH pour aller notamment à la Cour constitutionnelle parce que c'est devenu un raccourci. Vous avez vu les dernières nominations, parce que je les appelle comme ça, à la Cour constitutionnelle. Les personnes qui ont quitté l'INIDH et y sont parties ne remplissaient pas les critères d'âge de l'article 100 de la Constitution. C'est connu de tous. Mais on s'en tape, on marche là-dessus. Monsieur Ali Agabi a rendu sa démission. Si cela est effectif, il serait important aujourd'hui que lui-même fasse une sortie pour affirmer qu'il a démissionné. Mais le chef de l'État ne peut pas refuser sa démission et ne pas plutôt meubler la présence d'une institution normalement qui a une importance capitale. Parce qu'elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne pas. On a un ministère de l'unité et des droits de l'homme qui d'ailleurs avec le temps est devenu famélique, qui est devenu je ne sais même pas, un département aujourd'hui qui n'a aucun sens. Aujourd'hui, non, mais ça n'a pas de sens. Il faut laisser le temps à qui? Mais je suis désolé, n'en fais pas un sujet, n'en fais pas un débat de personne. C'est pas un débat de personne. C'est un département aujourd'hui qui n'a aucune utilité. Même la semaine aujourd'hui de la citoyenneté. Tu vas dans les extrêmes, Mohamed, non. Mais quel extrême? Dites-moi. Non, mais dites-moi. Le monsieur, il vient d'arriver. Le ministre, il vient d'arriver, d'accord. Je sais que c'est difficile. Ça c'est le ministre. Vous n'êtes pas je parle du département. Je parle du département. Oui. Je parle du département. Ce département, à mon sens, n'a pas d'utilité aujourd'hui. Le ministre lui-même, on attend sa déclaration des biens. En toute chose, le juste milieu, Mohamed. Mais tu vas dans les extrêmes, Mohamed. Lui-même n'a pas encore déclaré ses biens. Attendez, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre d'institution? Arrête un peu, Aboubacar. Merci, Mohamed. Allez-y, Roby. C'est du Mohamed Mara, tout simplement. Allez-y. Non, mais je l'avais prédit, le ministère et l'unité à la nomination du ministre qui siège maintenant. J'avais prédit que ce serait un ministère complètement... Ministère de l'inutilité, ouais. Un ministère amorphe. C'est pas possible, parce que le prédécesseur... Oui, mais permettez-moi. Le prédécesseur l'avait mis à un tel enseigne, le prédécesseur l'avait mis à un tel niveau que celui qui le remplace, malheureusement, ne peut pas le porter. C'est trop lourd pour lui. Ça, c'est la vérité. C'est un héritage lourd à porter. C'est un héritage lourd à porter. Vous ne pouvez pas effacer la mémoire si facilement, la mémoire d'un gars. Même si on lui donnait un siècle, je ne pense pas s'il puisse effacer la mémoire de le tampon qu'a laissé Gassama Diaby à ce ministère-là. Ça, c'est un autre débat. Pour revenir à la question de l'INDH, on est quand même tenté à un moment donné de se poser la question de savoir c'est quoi l'INDH? Franchement, elle est où? Tellement cette institution a cessé d'exister depuis un certain temps. Vous parlez depuis le départ de Mamadi Kaba. Depuis le départ de Mamadi Kaba. C'est évidemment le problème qui est là. Le président de la République ne refuse pas la démission de celui qui est parti depuis un certain temps, qui lui aussi reste dans son mutisme, ne s'exprime pas d'emblée là-dessus. La confusion, c'est l'institution même qui l'instaure. Parce que lorsque vous avez votre patron qui a démissionné, il doit prendre la responsabilité de le rendre public pour que enfin les gens puissent savoir réellement. Mais vous ne pouvez pas démissionner en sous-marin. C'est ce qu'on a dit ici. C'est vrai. Est-ce que c'est une façon... Ce qu'on n'a pas compris, Ruby, c'est que la première session plénière annuelle de l'INIDH, elle était programmée pour le 5. Exactement. Le 5 mars. Exact. Et là, c'est le bureau exécutif qui l'avait convoqué. Sur un communiqué signé par M. Boubacar Yassine. Lui-même. Ce qu'on n'a pas compris à la dernière minute, la veille,
patatras, et puis on annonce que la session elle est reportée s'inédit. Ah oui, c'est pas possible. Et donc, alors, qui décide? Qui a pris la décision de reporter ceci et qui est vraiment... On me dira peut-être que c'est Cheveux Blancs, mais c'est Cheveux Blancs. Le ministre conseil, Moussa. Ouais, donc vous comprenez qu'au sein même, de l'institution, règne un gros malaise sur lequel surfe le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé aime bien quand des institutions sont dans des situations pareilles. Normalement, quand c'est une institution qui fonctionne normalement, qui a le poids, à l'heure actuelle, avec les crises politiques et tout ce que nous connaissons, l'injustice que nous connaissons dans ce pays-là, c'est une institution normalement qui devrait briller par sa qualité de dénonciation, par sa qualité de proposition, parce que c'est une institution qui aurait pu être utile et qui aurait pu mettre la pression sur l'État afin que, par exemple, le cas de Caporal se fasse dans les règles de l'art. Mais elle-même, elle se meurt, elle-même, elle a des dissensions internes, elle-même, elle est assujettie à des gros problèmes. Et donc, le professeur Alpha Condé, elle-même, elle est déguerpie. Elle-même, elle est malade. Elle-même, exactement. L'INIDH elle-même est une institution déguerpie. Elle-même, elle subit des casses internes. Donc, une institution pareille ne peut pas fonctionner. Le président de la République aime bien ça. Il surfe là-dessus, il laisse le statu quo comme ça. Il ne nomme personne, il ne remplace personne parce que l'autre, tout simplement, ne prend pas la réelle responsabilité sur lui-même de démissionner et de rendre public sa démission. Il y a eu véritablement démission au sein de cette institution. C'est la grosse question qu'on se pose. Où elle est la démission? Où est Alia? Où est Alia? Il peut prendre ses jambes à son cou, tout simplement. Aller s'installer à Dakar, faire semblant de démissionner. Il est revenu, il est là. Entre aller à Dakar, revenir, à moins que ce soit un moyen de chantage. Donc, voyez-vous, voilà. À moins que ce soit un moyen de chantage pour réclamer le petit lait, tout simplement, plus de confort, lui à son poste. Exactement. Voilà. Allez-y, Madame Yoro. Écoutez, moi, ce qui se passe dans ce pays ne m'étonne plus, parce que le plus souvent, les gens qui sont capables de tenir tête ne gardent pas leur poste, parce qu'on a parlé de M. Kaba qui était là avant que M. Ali Diaby ne soit parachuté à la tête de cette institution. C'est un monsieur qui, malgré, vous le savez, à un moment donné, ils étaient dans un petit réduit au niveau du palais du peuple. Malgré cela, il faisait des efforts, il faisait vraiment voir l'institution, il faisait parler l'institution, il s'exprimait, il réagissait par rapport à l'actualité, tout ce qui concerne, tout ce qui touchait les droits humains dans ce pays. Mais ce monsieur qui est là, qui est capable vraiment de déceler ce qui ne va pas, qui est capable de dénoncer, de dire voilà ce qu'il faut faire, il part, il quitte la tête de l'institution. On parachute quelqu'un d'autre qu'on peut facilement manipuler. Excusez-moi, je ne fais pas un débat de personne, mais le jour où j'ai vu M. Ali Diaby à Kindia, c'était à une rencontre avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. J'ai vu ce monsieur parler, je me suis dit, mais c'est lui à la tête de l'INIDH. Il y a un gros souci là. Je me suis dit qu'il y avait un gros souci. On a besoin... Pourtant, on dit que c'est un professeur brillant. Oui, il y a des gens qui sont brillants. Non, mais là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Cet homme, monsieur, il a des neurones absolument brillantes. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dire? Je veux dire, pour être à la tête d'une institution et la rendre forte, il faut du charisme. Il faut une personne charismatique, capable de tenir tête. C'est pas n'importe qui peut tenir tête à Alpha Condé. Il n'a pas de charisme. Mais voyez ce qui se passe. Est-ce qu'il répond à tout ce que faisait M. Kaba, son prédécesseur? Est-ce qu'il a fait tout ce que faisait M. Kaba? C'est comme, vous parlez un peu. Mais il se plaint de manquer de tout. Il n'a pas de subvention. Non mais écoutez, M. Kaba se plaignait de la même chose. Mais l'institution était plus visible. On a besoin de personnes qu'on ne peut pas manipuler facilement à la tête de ces institutions-là pour qu'elles puissent se démarquer. On a vu un peu M. Gassama à l'œuvre ici, malgré les difficultés. On a mis des bâtons dans ses roues. On l'a insulté. On l'a même traité de, je sais pas, de tous les noms d'oiseaux que vous connaissez. De top au sein du gouvernement. Au sein du gouvernement. Ce monsieur a fait tout ce qu'il pouvait. Quand il a vu que vraiment, ce n'était pas possible, on le regrette. Il a rendu le tablier. On le regrette. On a besoin de personnes charismatiques. On a besoin de personnes charismatiques pour faire évoluer nos institutions. En plus, on a besoin de personnes qui aiment ce pays, qui ne viennent pas juste pour, je sais pas, s'approcher de la vache laitière pour se faire de l'argent, se faire les poches et partir. Mais le plus souvent, c'est la chance que les Guinéens n'ont pas. On a des personnes qui sont là, facilement manipulables, qui jouent
qui jouent le jeu en fait du chef de l'État le plus souvent, parce que j'ai l'impression que M. Alpha Condé n'aime pas les personnes qui lui tiennent tête, les personnes qui font des propositions, des contre-propositions. Quand il veut d'une chose, il faut aller avec la chose même si elle n'arrange pas le peuple, et le plus souvent ces personnes-là ne restent pas longtemps. C'est le cas de M. Kaba, c'est le cas de M. Gassama, ces personnes qui sont rares, mais je pense qu'à un moment donné, il faut choisir. Quand on a des objectifs dans la vie, bien entendu, il y a des gens qui n'ont pas de grands objectifs dans la vie. Ce qu'ils veulent, c'est être riche et point barre. Le reste, ils s'en foutent pas mal. L'intérêt du peuple, ça les importe peu. Ouais. Et le plus souvent, c'est des personnes comme ça qu'on a qui gravitent aujourd'hui autour du chef de l'État. Il les manipule à sa guise. Bien, allez-y, Tamba. Les grandes gueules. Moussaïro, pardon, pose là le débat traditionnel du savoir et du savoir-faire. Ouais. Alors, Dr Alia Diaby, il est reconnu dans toutes les classes d'université de Sonfonia ou même de la Guinée pour être un très très bon et très grand enseignant de droit. Ça, c'est une chose. Mais cela garantit-il qu'il puisse être bon gestionnaire, comment dire ça, puisse avoir du leadership, du leadership, la poigne. Quand vous le voyez, en fait, c'est un 12 universitaire. Voilà. Il est docile. Je ne le connais pas au plan personnel, au plan familial par exemple, mais j'ai comme l'impression que c'est le genre d'époux qui va préférer bouder sa femme plutôt que de lui dire ce qu'il veut vraiment quand ça ne va pas. C'est un peu cette personnalité. Et NDH, il faut une grande gueule. Hein. Alors, c'est une telle personnalité qu'on a devant nous. Et je pense que la décision quelqu'un comme ça qui décide de partir, je vais vous dire, je crois certainement qu'il a pris le temps en tant qu'universitaire d'explorer, comme on dit dans leur milieu, d'explorer le sujet, d'explorer la question. Et il en a conclu que c'était peine perdue. Cela dit, moi j'ai envie de dire, INIDH, autre institution, à l'heure actuelle, on s'en fout. Je vais vous dire, parce que ces institutions sont là, ça participe de ce qu'on peut appeler aujourd'hui en Guinée au décor démocratique. Il faudrait qu'il y ait tout ça, que notre démocratie soit pareille. Que le dispositif soit là. Exactement. Le dispositif institutionnel. Que l'on présente ça, que l'on soit conforme à la forme de la démocratie. Même s'il y a encore certaines entités qui ne sont pas là, on en avait besoin. Et c'est pourquoi le président de la République s'est hâté, il a mis ceci, une IDH, il a érigé le CNC en HAC, donc la HAC est désormais créée, il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Cour des comptes. Avec tout le cortège de sauf qu'il manque la haute cour de justice. La haute cour de justice. Le médiateur de la République. Ah oui. On a le médiateur. Le médiateur de la République. Mais lui-même, il est complètement tué. Hein. Il est là. Regardez la situation. Il est en médiation. Regardez ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y a. On a appris qu'il y a des problèmes entre lui et le PM. Ça fonctionne pas du tout. Aboubacar, je vais vous dire une chose. La situation sociale que nous traversons du côté de Cap-Ororaï, on a un conseil économique et social, c'est le lieu encore de le souligner, Dame Rabiatou Serra Diallo, qui aurait mieux fait certainement de rester syndicaliste. On l'entend pas du tout. Aujourd'hui, finalement, moi je pense qu'il faut rester là où on est sûr de pouvoir servir le peuple. Mais là où elle est aujourd'hui, je pense qu'elle ne nous sert pas assez. Pour ne pas dire qu'elle ne nous sert pas du tout. Et donc, elle ne nous sert pas assez, elle aurait mieux fait de rester syndicaliste. On a pris le médiateur de la République, parce qu'il était Premier ministre, on le qualifiait d'imam. On a pensé que cette étiquette d'imama peut permettre d'améliorer les choses, mais on ne l'entend pas du tout sur des questions aussi importantes, aussi humaines. Pour reprendre un terme qui t'a été si cher ces derniers jours, on ne l'entend pas du tout. Moi, j'ai donc envie de dire que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, c'est la même chose. Donc, même si on déposait quoi. Sauf le CFO. Après 2020, là, le nouveau président qui viendrait, peut-être il relançait les choses. Parce qu'avec elle, sans elle, on est dans le même contexte, dans la même situation, la même galère nous tient. Merci Tamba. Allez-y Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en droit de nous poser des questions sur la manière dont fonctionnent nos institutions. Mais elles ont leur importance dans le jeu démocratique. Elles doivent exister. Le département de l'unité nationale et de la citoyenneté, par exemple, c'est un département, à mon avis, qui est important. Important parce qu'on a vu à quoi ça pouvait servir au temps du ministre Gassama Diaby. Ce qu'on demande à l'actuel ministre, ce n'est pas d'être Gassama. Dieu l'a déjà créé, il existe.
c'est de pouvoir quand même jouer le rôle qui est se réveiller un peu quand même. Le rôle qui est dévolu donc sa lettre de mission. Qu'il puisse au moins respecter. Surtout qu'il vient de la société civile. Donc, absolument. Moi, je pense que on lui demanderait, on peut lui demander un peu plus de dynamisme, un peu plus d'action. C'est pas un poste où on fait dans le silence. Surtout quand on sait que nous avons énormément de problèmes liés à ces questions de citoyenneté, mais aussi à cette question cruciale d'unité nationale. Moi, je l'ai revu, par exemple, j'ai revu ce ministre, par exemple, sur le terrain, du côté de Caporo, de QP2, en train de dire la part de vérité. Monsieur Taran, il faut vous réveiller un peu. En train de dire la vérité à l'État par rapport à cette Les grands gars. Mais en train aussi de dire ça dort au ministère des citoyens, ça dort aux citoyens qui s'installent comme ça, illégalement. Je pense que Gassama le faisait. Il distribuait les cartes du gouvernement auquel il appartenait, mais il en distribuait aussi aux politiques, à tout le monde. Voilà, donc je pense que c'est quand même une pratique qui amène chaque bord à se poser énormément de questions. Mais rester de cette manière silencieux, je pense que ça n'arrange pas du tout l'image du département. Et ensuite, moi, ce qui me sidère au niveau des institutions républicaines, c'est le fait que, vous voyez, pour accéder même à la tête de ces institutions, si vous saviez tout ce qui se tramait derrière, les acrobaties, toute la guerre, les acrobaties, les coups bas, même des amis qui sont prêts à s'entre-déchirer. Mais je vous dis pour toutes les institutions républicaines. Alors lorsque vous faites des pieds et des mains, lorsque vous vous mettez même à genoux pour accéder à certains postes de responsabilité, eh bien, vous perdez toute crédibilité et tout respect. Vous ne pouvez pas élever, donner le ton. Vous ne pouvez pas le faire. Pas du tout. Vous ne pouvez pas le faire. Et ensuite, ces institutions servent à quoi? Quand vous prenez les lignes budgétaires, vous avez des lignes qui se répètent chaque année. Bon, on préfère rester là et chaque fin de mois ou chaque année mettre ce qu'il faut mettre à côté et continuer à croiser les bras. C'est la Guinée, il faut que ça continue ainsi. Vous avez les lignes qui se répètent sur les consommables, les lignes qui se répètent sur les formations. Il n'y a jamais de formation. Vous avez les lignes qui se répètent sur les outils informatiques. Ça ne se fait jamais. Donc on est là parce qu'on sait au moins, on est sûr d'une chose, si on ne remplit pas notre mission, si on ne joue pas notre rôle, on est sûr quand même que le budget national jouera lui son rôle parce que nos comptes seront toujours crédités à la fin du mois ou chaque semestre. Je pense que nos institutions doivent être fortes. Il faudrait que des hommes puissent donner le ton et que derrière, ceux qui viennent après puissent maintenir le flambeau. Mais malheureusement, c'est pas ce à quoi nous assistons maintenant. Peut-être qu'il va falloir qu'on réinvente notre mode de démocratie parce que, comme Tamal l'a dit, c'est du maquillage. On fait juste dans la manière de plaire aux institutions, aux partenaires internationaux qui sont souvent à l'origine d'ailleurs de l'installation, de la mise en place des différentes institutions républicaines que nous avons dans notre pays. C'est pas de gaieté de cœur que le président le fait. Vous prenez l'INDH, il a fallu une pression énorme des partenaires. Vous prenez par exemple la Saint-Yves, il a fallu également une pression énorme. On vous dit si vous ne faites pas ça, nous on vous donne pas ça. Donc du coup malgré lui, il est obligé de mettre en place cela et il le fait de la plus mauvaise des manières. Raison pour laquelle ça la ne marche Saint-Yves pas. d'ailleurs, il va falloir ouvrir les dossiers. L'État y est obligé, Moussa. Bien sûr. Voilà, des financements en dépendent. Moussa a soulevé une question très importante, c'est que à la tête de nos institutions, viennent des personnes qui entrent à quatre pattes. Alors si vous rentrez dans une maison à quatre pattes, je pense pas si vous avez le courage ou la force nécessaire de dire aux autres dégagez des fauteuils parce qu'on vous a vu rentrer tout petit, vous comprenez. Et donc c'est ça la difficulté du fonctionnement de nos institutions. Vous rentrez, vous allez dans les institutions, dans les ministères, dans les directions, etc. Vous voyez tout simplement le secrétaire général, le directeur de cabinet ou même les plantons qui sont depuis une trentaine d'années, qui connaissent bien le fonctionnement des directions, des ministères, etc. et qui, à un moment donné, tiennent tête au ministre. Parce que vous savez, ils ont le secret, ils détiennent la boîte à Pandore de l'institution. Et donc, le ministre qui est venu par la fenêtre n'a rien à dire à ceux-là qui sont là depuis 30 ans, qui connaissent bien la maison. Et donc, il est obligé de composer avec eux. C'est ça la difficulté du fonctionnement de nos institutions. Robin. À la tête de toutes ces institutions, si vous voulez que ça fonctionne, il faut que ce soit des gens qui viennent le torse bombé, vous comprenez, la confiance en eux, qui sont venus là avec par mérite, qui sont pas venus parce que tout simplement ils sont allés pleurnicher à Sécouturéa, ils sont allés lécher les bottes du président de la République pour être nommés à des postes. Vous voyez, vous venez avec le charisme,
avec la personnalité. avec la tête haute, Ouais. vous êtes capable de regarder tout le monde les yeux dans les yeux. Et là, en ce moment-là, je pense qu'on peut imprimer une certaine force. Bien. Mais tant que c'est par les persières qu'on rentre, on peut pas imprimer sa personnalité. Merci, C'est Roby. Ouais. impossible. Du côté de la pipe, les frustrations qui explosent. Clairement, c'est la DGA, Madame Anne, dont on apprend la démission également. La raison évoquée, si vous voulez, en public, c'est que elle voudrait partir pour notamment le Centre international du commerce. Mais officieusement, on apprend que ce sont des frustrations, en fait. Et je pense qu'elle n'est même pas la seule. Vous savez, après le départ de Monsieur Curtis, donc pour le gouvernement, elle qui était la DGA, beaucoup de gens s'attendaient à sa nomination. Donc la nomination de Namori à ce poste-là, apparemment est perçue, ou en tout cas par Dame Anne, comme étant une sorte de désaveu, une sorte d'humiliation quasiment, ce que on nous apprend qu'elle aurait du mal. Ça devrait pas être. Non, le décret, c'est ça le problème du décret, c'est discrétionnaire. Voilà. C'est discrétionnaire. Ce monsieur, voilà. on l'a reçu ici, et franchement, il a la tête sous les épaules. Bon, on verra avec le temps. Vous savez, Mais j'ai bien ri, Ça ne veut pas dire du tout que Madame Anne n'a pas de compétences. C'est de ça Tout le monde l'a apprécié là où il était, franchement. Aboubacar, j'ai bien ri dernièrement quand on l'a reçu ici. En fait, il est en train d'apprendre à faire comme les autres. Quand il voulait dire le président de la République, il a commencé par dire Monsieur Alpha. Après, il revient, il dit Professeur Alpha. Vous vous souvenez bien, Son cerveau n'est pas encore formaté. Il n'est pas encore formaté à toutes les manières, les formules que nous avons ici. Bientôt. Mais cela dit, Aboubacar, Bientôt, il sera dans la cela sauce, dit, comme on dit. Cela dit, le décret, il est certes discrétionnaire et c'est tout le problème que nous avons avec cela. Mais ça aurait peut-être été très bien de la propulser, de propulser cette dame. Je suis d'accord à ce poste-là. qui était devenue un peu la mémoire institutionnelle. Exactement. Elle était un peu la mémoire institutionnelle quand même. Je suis d'accord. La PIP a fait un véritable travail sous cette équipe dirigeante là. Curtis et cette dame. Ouais. Alors que Curtis doit partir, ça doit être une véritable récompense pour tout le labeur, Surtout mais également surtout en matière de questions de genre. C'est une dame. C'était un bon message, à devoir passer. Ouais. Mais il faut quand même rappeler à la dame que elle, comme tous les autres Guinéens, si vous cherchez à être nommé, vous êtes dans ce domaine-là, il faut savoir que nous sommes tous quand même soumis à la décision du président de la République qui prend un décret. Et il faut pas. Et parfois à ses humeurs. La suite. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.